Selon la théorie générale de la relativité, la gravité n'est pas une force. Il n'y a pas de champ gravitationnel. La gravité est en quelque sorte une illusion. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver en décollant vers l'espace. Dans 3, 2, 1... Albert Einstein disait que la pensée la plus heureuse de sa vie était d'imaginer un homme tombant du toit d'une maison. Ce qui rendait Einstein si heureux, ce n'était pas le malheur d'autrui, mais la réalisation que cet homme, en chutant, ne sentirait pas son propre poids. Il serait en apesanteur et tout ce qu'il laisserait tomber en route resterait immobile par rapport à lui, ou se déplacerait en mouvement uniforme. La situation entière serait exactement comme si vous étiez dans l'espace profond, loin de toute masse importante, avec votre vaisseau spatial au repos ou filant à vitesse constante, là, vous ne sentiriez aucun poids. Les objets resteraient immobiles par rapport à vous, ou si vous leur donniez une poussée, ils se déplaceraient en ligne droite à vitesse constante. Et vous seriez la définition même d'un observateur inertiel. Vous n'accélérez pas, vous n'êtes pas dans un champ gravitationnel. Toutes les lois de la physique s'appliquent dans votre référentiel, ce qui signifie qu'aucune expérience ne pourrait distinguer votre référentiel inertiel d'un autre. Et voici le grand saut. Einstein regarde ces deux scénarios et dit qu'ils sont équivalents, pas seulement similaires. Physiquement, ce sont exactement la même chose, ce qui signifie que l'homme qui tombe du toit n'est pas dans un champ gravitationnel. Il n'y a pas de champ gravitationnel et il n'accélère pas, il est un observateur inertiel tout comme l'homme fusée. Wow, wow, wow. D'accord, je comprends que ces deux observateurs se sentent en apesanteur, mais l'homme qui tombe du toit est clairement dans un champ gravitationnel. Il est juste à côté de la Terre et il accélère évidemment. Sa vitesse augmente de 9,8 mètres par seconde chaque seconde. Un fait qui deviendra douloureusement évident quand il s'écrasera au sol. Je sais que ces deux situations paraissent très différentes, mais le principe d'équivalence d'Einstein nous dit de nous concentrer sur une seule chose, l'expérience de l'observateur. S'il se sent en apesanteur, alors il est dans un référentiel inertiel, tout aussi valable que celui de l'homme fusée dérivant dans l'espace profond. Imaginez que l'homme fusée filant à vitesse constante et sans faire attention tombe sur une planète très loin de là. Un observateur externe pourrait remarquer que la trajectoire de la fusée se courbe légèrement vers la planète. Mais à l'intérieur, l'homme fusée n'en saurait rien. Il ne ressent aucune force, n'expérimente aucune accélération. À mesure que la fusée s'approche de la planète, elle va de plus en plus vite. Mais l'homme fusée se sent toujours en apesanteur. Pour lui, rien n'a changé. Alors, à quel moment de ce voyage diriez-vous que le référentiel passe d'inertiel à non-inertiel ? Un accéléromètre embarqué n'enregistrerait jamais le moindre signal. Il a continué sur sa trajectoire inertielle à travers l'espace-temps. Donc la conclusion logique est que son référentiel est inertiel jusqu'à l'instant où il s'écrase sur la planète. Alors, comment expliquez-vous la trajectoire courbe de sa fusée sans force gravitationnelle ni champ gravitationnel? La réponse est l'espace-temps courbé. Concentrez-vous d'abord sur l'observation de l'homme fusée qui, tout le temps, avait l'impression de se déplacer à vitesse constante en ligne droite. Il se déplaçait en ligne droite à travers l'espace-temps. Mais l'espace-temps autour des objets massifs comme les planètes est courbé, c'est pourquoi sa trajectoire paraissait courbée pour un observateur lointain. Ce n'est pas aussi inhabituel qu'il n'y paraît. Les avions, par exemple, cherchent toujours à voler par la route la plus courte entre deux villes. Essentiellement, ils suivent une ligne droite. Mais comme la surface de la Terre est courbée, le trajet le plus court ne ressemble pas à une ligne droite. Ces chemins les plus courts sur des surfaces incurvées sont appelés géodésiques. Et nous utilisons ce même mot, géodésique, pour désigner les trajectoires droites suivies par les observateurs inertiels dans l'espace-temps courbé. Voici une autre analogie. Imaginez que vous et un ami soyez debout, à 1000 km l'un de l'autre sur l'équateur. Maintenant, vous partez tous les deux plein nord. Avec le temps,
vous allez vous rapprocher, finissant par vous percuter au pôle Nord. C'est comme s'il y avait une force qui vous poussait l'un vers l'autre, mais vous n'avez rien senti et votre ami non plus. La gravité est exactement comme cette force. Elle n'existe pas vraiment. La vraie raison pour laquelle vous vous rapprochez est que vous suiviez tous deux des lignes droites, des géodésiques, sur une surface courbe. Les astronautes dans la station spatiale sont en apesanteur. Cela signifie qu'eux aussi sont des observateurs inertiels voyageant sur une géodésique. Mais la Terre courbe l'espace-temps autour d'elle, ce qui fait que leur trajectoire en ligne droite apparaît comme une hélice. Cela ne ressemble à une orbite circulaire que si vous oubliez la dimension temporelle. N'oubliez pas que nous nous déplaçons tous à travers l'espace et le temps. L'espace-temps. Voici l'analogie classique de la feuille pliée pour représenter l'espace-temps courbe. Mais je pense que cette démonstration est trompeuse. Cela te permet de te faire croire que tu comprends la relativité générale, alors qu'en réalité l'intuition sur laquelle tu t'appuies n'est que l'idée que les objets ont tendance à tomber vers le fond d'un puits à cause de la force de gravité. Mais en relativité générale, il n'y a pas de force gravitationnelle. Ce à quoi vous devez penser, c'est à des objets suivant une trajectoire en ligne droite à travers l'espace-temps. Il se trouve simplement que l'espace-temps est courbé autour des objets massifs, donc cette trajectoire droite ne ressemble pas à une ligne droite. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. Revenons maintenant à l'espace profond. Que se passe-t-il si vous allumez les propulseurs de la fusée et accélérez à 9,8 mètres par seconde carrée? Eh bien, quelqu'un à l'extérieur verrait tous les objets rester immobiles, tandis que le plancher de la fusée accélère vers eux. À l'intérieur de la fusée, tout semblerait accélérer vers le sol et vous sentiriez une force vous poussant sur les pieds, la même force qui vous pousse en ce moment pendant que vous regardez cette vidéo. Cette situation ressemble exactement au fait d'être au repos à la surface de la Terre. Parce que nous sommes au repos à la surface de la Terre. Maintenant, je veux vous demander, regardez-vous cette vidéo dans un référentiel inertiel. Enfin, je veux dire, vous sentez-vous en apesanteur? Non. Donc vous n'êtes pas un observateur inertiel. Votre situation est exactement la même que celle de quelqu'un qui accélère dans une fusée dans l'espace profond. Et soyons clairs, je ne veux pas dire qu'être au repos dans un champ gravitationnel ressemble à accélérer dans une fusée. Je veux dire que c'est exactement la même chose. Vous êtes en accélération et il n'y a pas de champ gravitationnel. Les champs gravitationnels n'existent pas. Je sais que ça paraît fou, mais suivez-moi un instant. C'est vous. En physique newtonienne standard, on dessine votre poids, la force de gravité qui vous pousse vers le bas et la force normale du sol qui vous pousse vers le haut. On dit que ces forces sont égales et opposées, donc il n'y a pas de force nette sur vous, donc vous n'accélérez pas. Mais en relativité générale, la gravité n'est pas une force. Vous n'avez pas de poids, donc la seule force sur vous, ce sont ces forces normales qui vous poussent vers le haut. Donc vous accélérez vers le haut. Mais je ne monte pas. Relativement à quoi? Je veux dire, relativement au tableau, au sol et à tout dans cette pièce. Mais toutes ces choses sont dans votre référentiel que vous savez ne pas être inertiel. Relativement à tout ce qu'il y a dans ma fusée, je n'accélère pas. Ce dont vous avez besoin, si vous voulez vraiment mesurer votre accélération, c'est de quelqu'un dans un référentiel inertiel, comme l'homme qui est tombé du toit. Et lui, vous verrez accélérer vers le haut à 9,8 mètres par seconde carrée. Je pense que cela montre qu'une accélération, en réalité, est une déviation par rapport à une géodésique. Vous ne pouvez pas suivre une trajectoire en ligne droite à travers l'espace-temps. Parce que le sol vous en empêche. Il applique une force vers le haut sur vous, donc vous accélérez vers le haut. Mais si j'accélère vers le haut, et si tout le monde sur Terre accélère aussi, et donc toute la surface de la Terre, alors la Terre ne devrait-elle pas être en expansion? Non, il est possible que vous accélériez même si vos coordonnées spatiales ne changent pas. Je vais vous montrer une équation de la relativité générale.
Elle dit que la dérivée seconde de votre position par rapport au temps est égale à votre accélération. C'est juste F sur m. Et si vous étiez dans un espace-temps plat, eh bien, c'est exactement ce que vous diriez. Si vous accélérez, vos coordonnées spatiales doivent changer, mais vous n'êtes pas dans un espace-temps plat. Et ce terme est lié à la courbure de l'espace-temps. Et c'est votre vitesse à travers le temps au carré. Vous n'avez pas à vous soucier des détails ici. Le point est que votre position peut ne pas changer, cela peut être nul, ce qui signifie que votre accélération doit être exactement égale à ce terme de courbure multiplié par votre vitesse à travers le temps au carré. Donc, dans un espace-temps courbe, vous devez accélérer juste pour rester immobile. Beaucoup de cela peut sembler plus compliqué que la physique newtonienne, mais un mystère classique devient beaucoup plus simple en relativité générale. Pourquoi tous les objets tombent à la même vitesse? C'est parce qu'ils sont au même endroit dans le temps. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet et je donnais toujours l'explication newtonienne standard. La seule force sur un corps en chute libre est son poids, gmm sur r au carré, qui est égal à sa masse fois son accélération. On peut simplifier la masse de l'objet des deux côtés de l'équation, donc tous les objets auront la même accélération. Le mystère est, pourquoi pouvions-nous simplifier ces deux m? Celui de gauche était la masse gravitationnelle, la propriété d'un objet qui crée et subit un champ gravitationnel, tandis que le m de droite est la masse inerte, une mesure de la résistance à l'accélération. Pourquoi ces deux propriétés conceptuellement différentes seraient-elles numériquement identiques? Les scientifiques ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à tester expérimentalement, jusqu'à une précision d'une partie sur 10 000 milliards, que ces deux types de masses sont réellement les mêmes. Mais en relativité générale, il n'y a pas de mystère. Tous les objets semblent tomber de la même façon parce qu'ils ne s'accélèrent pas. Ils suivent simplement des trajectoires en ligne droite dans l'espace-temps jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelque chose qui les arrête. Comme les objets dans le vaisseau spatial, ils semblent accélérer au même rythme parce qu'en réalité, ils ne s'accélèrent pas. C'est le sol qui accélère vers eux. Beaucoup de cela peut sembler tiré par les cheveux, comme en 1915 lorsque Einstein l'a proposé. Alors il a eu l'idée très astucieuse d'une prédiction mesurable que les scientifiques pourraient tester pour vérifier sa théorie. Imaginez que ce vaisseau spatial dérive dans l'espace profond. Si vous faites passer un faisceau lumineux à travers le vaisseau, eh bien il fera exactement ce que vous attendez. La lumière voyage en ligne droite et frappe un point sur la paroi opposée exactement à la même hauteur que la source. Mais maintenant, que se passe-t-il si ce vaisseau accélère? Pour un observateur externe, il verra toujours la même chose, la lumière voyageant en ligne droite. Mais à l'intérieur du vaisseau, durant le temps que met la lumière pour traverser la cabine, le vaisseau aura accéléré. Donc quand la lumière atteindra l'autre paroi, elle la frappera un peu plus bas qu'avant. Ainsi, dans un référentiel accéléré, la lumière se courbe vers le bas. Ici, j'exagère considérablement l'effet. Même si j'accélérais à 10 g, ce qui me tuerait probablement, la déviation serait de l'ordre de la largeur d'un proton. Néanmoins, cela montre qu'un référentiel accéléré courbera la lumière. Einstein en a donc conclu que la lumière doit aussi se courber lorsqu'elle passe à proximité d'une grande masse. Mais où trouver une masse assez grande? Eh bien, la seule masse énorme évidente proche de la Terre est le Soleil. Donc l'expérience idéale serait d'observer la lumière passant juste à côté du Soleil et de voir si elle est déviée, par exemple, la lumière provenant d'étoiles lointaines. Le problème, bien sûr, est que le Soleil est tellement brillant qu'on ne peut pas voir d'étoiles juste à côté de lui, sauf lors d'une éclipse solaire totale, ce qui s'est produit en 1919. Arthur Eddington a donc entrepris de prendre des photos des étoiles juste à côté du Soleil pendant la totalité. Et ce qu'il a découvert en analysant ces photos, c'est que leur position semblait dévier exactement de la quantité prédite par la théorie générale de la relativité d'Einstein. Le résultat était 2 fois plus grand que ce qu'avaient calculé certains avec un modèle strictement newtonien. Et la relativité générale a pratiquement réussi tous les tests auxquels elle a été soumise depuis une centaine d'années. Mais il reste encore des choses à tester. Un résultat bien connu et vérifié empiriquement
et que des charges accélérées émettent un rayonnement électromagnétique. Donc une expérience conceptuellement simple serait de comparer le comportement d'une charge stationnaire dans un champ gravitationnel à celui d'une charge en chute libre. Si une vision plus newtonienne de la gravité est correcte, alors la charge stationnaire ne devrait pas rayonner, mais une charge en chute libre s'accélère et devrait donc rayonner. En revanche, la relativité générale considère la charge en chute libre comme non accélérée. Elle suit simplement une trajectoire en ligne droite dans un espace-temps courbe, tandis que la charge stationnaire, elle, accélère et doit donc émettre un rayonnement électromagnétique. Jusqu'à présent, des contraintes logistiques ont empêché quiconque de réellement réaliser cette expérience. Mais ce que vous pensez qu'il se passera révèle ce que vous croyez vraiment sur la nature de la gravité. Pensez-vous qu'une charge en chute libre émettra un rayonnement électromagnétique ou pas ? La gravité est-elle une illusion ?